C'est l'heure de votre journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Restez avec nous jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, les parents d'Elouane, un petit garçon décédé il y a un mois, dénoncent publiquement les négligences et les failles du système de santé à Madagascar. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ils affirment avoir été abandonnés durant le combat mené pour sauver leurs enfants. Deux hôpitaux et plusieurs médecins sont mis en cause dans ce témoignage poignant que nous allons suivre. Le 26 avril 2026, Elouane s'est éteint à l'âge de 2 ans et 8 mois. Un petit garçon qui souffrait de problèmes de santé, mais selon ses parents, ce n'est pas seulement la maladie qui lui a coûté la vie. C'est au mois de janvier qu'Elouane a présenté une forte fièvre. Le paludisme avait alors été suspecté, une maladie qu'il avait déjà contractée à l'âge de 6 mois. Après une consultation auprès d'un professeur, l'enfant a été hospitalisé une première fois. L'état de santé d'Elouane s'était ensuite amélioré, mais une opération chirurgicale était déjà prévue pour le 15 avril. 2 jours avant cette date, l'enfant est de nouveau hospitalisé à cause d'une forte fièvre. C'est à partir de ce moment que le couple affirme avoir commencé un véritable parcours du combattant, surtout lorsque leur fils a commencé à s'affaiblir. Selon leur témoignage, l'état de l'enfant s'aggravait visiblement. Pourtant, ils dénoncent de longues attentes et un manque de coordination entre les responsables hospitaliers. Face à un système censé sauver des vies, la famille d'Elouane dit avoir perdu tout espoir. 18 heures après la publication du Storytime racontant leur vécu sur les réseaux sociaux, la vidéo dépassait déjà les 600 000 vues. Pendant 14 minutes, les parents racontent leur douleur, leur angoisse, mais aussi leur colère face à la prise en charge dans les 2 établissements hospitaliers. Pour ce couple, il ne s'agit plus de faire revenir leur enfant parti trop tôt. Leur objectif aujourd'hui est d'être entendus, qu'une enquête soit menée et surtout qu'aucun autre parent n'ait à revivre ce qu'ils ont traversé. Se faire soigner à Madagascar n'est plus accessible aux personnes sans moyens financiers. C'est le constat dressé aujourd'hui par plusieurs citoyens interrogés. Selon eux, lorsqu'une maladie grave survient, les patients et leurs proches se retrouvent souvent face aux difficultés, surtout lorsque les ressources financières viennent à manquer. Plus d'explications. Za zany mahita hoe tsy ampy ny fitaovana antsika dia misy konkoa raha ohatra zany any amin'ny hôpital misy mara. Je trouve que les hôpitaux à Madagascar manquent de matériel. Quand un patient pauvre arrive à l'hôpital, les médecins ne se préoccupent pas vraiment de lui. Je ne minimise pas leur travail, mais il y a des situations où j'ai l'impression que des médicaments sont prescrits pour soutirer davantage d'argent aux familles. Même les gardes malades sont maltraités à l'hôpital. Dia ohatran'ny hoe fitadiavam-bola loatra le izy nefa le fanafody avy eo tsy ilaina. Ohatran'ny hoe atsirambina zany ny zavatra misy. Selon moi, les hôpitaux traitent les patients selon leur classe sociale. Les pauvres sont moins bien traités que les riches. Ina tsy misy mpijery fa very ianao ao. Ohatran'ny hoe zafikeloko zao marary dia Les soins à Madagascar ne sont pas faits pour les pauvres. J'ai 4 enfants et à chaque fois qu'on va au dispensaire, les médicaments coûtent cher. D'après mon expérience, ce sont souvent des stagiaires qui auscultent les patients et parfois ils n'examinent même pas correctement. lafo efa tena lafo. Problème zany tamin'izay niditra hôpitaly dia tao amin'ny HCR. Mon oncle était hospitalisé à la Chiera. Nous avons constaté que lorsqu'on n'a pas les moyens, les médecins ne se soucient pas vraiment de nous. Quelques jours après son admission, il a fait une crise et les médecins lui ont mis de l'oxygène. Mais selon ce que nous avons vu, il était déjà décédé. 2 semaines après, il dégageait déjà une forte odeur
Nous avons alors demandé au médecin d'enlever l'oxygène. Une fois retiré, le médecin nous a annoncé qu'il était mort. Donc pour moi, c'était surtout un moyen de nous soutirer de l'argent. Nous avons payé environ 200 000 arrières par jour. Maty a dia mbola apetrany foana iny zavatra iny dia ohatrany hoe miaina foana dia soratany foana fanafody. Et toujours dans les actualités sociales, les autorités poursuivent actuellement les recherches concernant les personnes suspectées d'avoir publié différentes publications sur les réseaux sociaux accusant un couple de maltraitance envers leur employé de maison. Selon les informations, la personne présentée comme étant à l'origine de la première publication aurait déjà supprimé ses publications sur les réseaux sociaux et fermé le compte Facebook utilisé. Par ailleurs, les enquêtes menées par les forces de l'ordre se poursuivent également concernant les personnes ayant partagé et relayé cette information sur les réseaux sociaux. L'objectif est de déterminer si les accusations diffusées sont fondées ou non, ainsi que d'identifier l'origine de l'information. Il convient de rappeler que la diffusion d'informations non vérifiées sur les réseaux sociaux peut provoquer des troubles et porter atteinte à la réputation des personnes concernées, surtout lorsque les autorités sont encore en pleine phase d'enquête. Et l'élevage de lapins géants connaît actuellement un bel essor à Madagascar. Si leur mode d'élevage reste proche de celui des lapins classiques déjà présents dans le pays, ces races se distinguent surtout par leur rendement plus important, aussi bien pour la production de viande que pour le fumier utilisé dans l'agriculture, expliquent les éleveurs. Antoniana Martina. C'est spécialement pour rechercher cette race de lapins géants que Fanzanirin a quitté Alarbi Ambatmang, dans le district de Manzakanjin, pour venir à Nansan aujourd'hui. Mère de famille vivant de l'élevage, elle s'est récemment lancée dans cette nouvelle activité. Ces races de lapins géants ne sont pas originaires de Madagascar, mais viennent de l'étranger. Malgré cela, leur élevage commence progressivement à se développer dans le pays. Les plus grands peuvent atteindre jusqu'à 9 kilos. Selon les explications des éleveurs, leur élevage ne présente pas de difficultés particulières. Au-delà de la viande et des revenus générés par cet élevage, le fumier figure également parmi les principaux avantages de cette activité. Pour ces familles qui élèvent et commercialisent les lapins géants, le fumier est transporté par un camion et utilisé par les agriculteurs pour les cultures maraîchères et d'autres productions agricoles. L'élevage et l'agriculture restent étroitement liés et interdépendants, une réalité qui ne concerne pas uniquement les lapins, mais l'ensemble des animaux d'élevage. Parlons scolarisation à présent. Les enfants ayant abandonné l'école sont encouragés à s'orienter vers le secteur de l'élevage. Selon les représentants du Malagasy professionnel de l'élevage, l'objectif est de promouvoir ce secteur et de lui donner plus de valeur. L'élevage est un domaine permettant de générer des revenus et d'en vivre. Toutefois, il est nécessaire de l'adapter au contexte actuel et à l'évolution des technologies modernes. Ce sujet a été abordé lors de l'événement FEPA 2026 qui se tient à Nansan à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Et une personne sur 10 dans le monde ne sait ni lire ni écrire. Cela représente environ 754 millions d'adultes, soit 13% de la population mondiale. Les femmes constituent la majorité de ces personnes analphabètes. À Madagascar, le taux atteint 49,5%. Les détails avec Felena Rakutarsoul. L'Afrique subsaharienne est la région qui enregistre les taux les plus élevés d'analphabétisme, représentant environ 25% des personnes concernées dans le monde. Plus de 50% de la population analphabète mondiale se concentre en Asie du Sud et de l'Ouest. Dans certains pays comme le Tchad, le Burkina Faso ou l'Afghanistan, le taux d'analphabétisme des adultes dépasse également les 50%. À l'inverse, dans les régions développées comme l'Europe, le taux d'alphabétisation dépasse souvent les 99% selon les données de l'UNESCO et de la Banque mondiale. À Madagascar, les estimations indiquent que le taux d'analphabétisme des adultes se situe entre 76 et 77% selon certains rapports. Les zones enclavées présentent des taux nettement plus élevés que les zones urbaines.
Selon l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale, environ 75,7% des Malagasy ne maîtrisent pas la lecture, l'écriture ou le calcul de base au quotidien. Les difficultés financières, le manque d'infrastructures scolaires et d'autres facteurs socio-économiques expliquent en grande partie la faible scolarisation dès le jeune âge, entraînant un taux élevé d'analphabétisme chez les adultes. Et puis, de nombreuses associations et organisations non gouvernementales s'investissent dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture auprès des adultes, en complément des initiatives des organisations internationales. C'est le cas de cette association qui accompagne principalement des adultes en situation de vulnérabilité. Toujours un reportage signé Félan Rakotoarsoul sur les images de Nzara Ranjiansu. Depuis 15 ans, cette organisation non gouvernementale œuvre dans l'enseignement de la lecture et de l'écriture. Une action sociale qu'elle mène bénévolement, sans aucune rémunération, dans un esprit d'entraide communautaire. Les adultes en situation de précarité constituent les principaux bénéficiaires de cet enseignement. L'objectif est de leur permettre de mieux s'en sortir dans la vie quotidienne. Selon les responsables, une personne qui sait lire et écrire est moins facilement victime d'arnaques. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture a permis à Voiren de gagner en autonomie. Elle affirme désormais être plus confiante pour effectuer des démarches administratives auprès des services publics. Pour bébé Lucie, cette formation vient renforcer ses connaissances. Elle avait déjà été scolarisée dans son enfance, mais a dû interrompre son parcours faute de moyens financiers. Chaque année, environ 70 à 100 adultes bénéficient des formations dispensées par cette association. Diplomatie à présent, Jean-Marc Grosgurin a été nommé ambassadeur de France à Madagascar en remplacement d'Arnaud Guiwa. Ce dernier occupait ce poste depuis le mois d'août 2022. Cette nomination dans ce type de fonction diplomatique n'est pas une première pour Jean-Marc Grosgurin. Il a déjà exercé en tant qu'ambassadeur de France au Yémen, en Arabie Saoudite, en Guinée, ainsi qu'en République centrafricaine. En politique, les questions demeurent encore en suspens. Faut-il maintenir une commission électorale nationale indépendante chargée de l'organisation des élections ou confier de nouveau cette mission au ministère de l'Intérieur? À ce stade, les explications fournies par le ministre de l'Intérieur ne permettent pas encore de lever toutes les ondes d'ombre. Dans ce contexte, plusieurs acteurs politiques et sociaux s'interrogent sur l'objectif réel de la concertation initiée par Thierry Rakoutenarive et son équipe. S'agit-il de définir les bases d'un futur processus électoral ou de préparer une réforme plus profonde du système électoral? Les organisations de jeunes et la société civile continuent de réclamer la dissolution de la CENI. De leur côté, les responsables politiques rencontrés appellent surtout à une réforme institutionnelle et à une révision du code électoral. C'est en Irlande. Le Centre de conférence international d'Ivatu a accueilli ce jour les responsables politiques réunis autour de Thierry Rakoutenarive et de son équipe. Une ambiance familière du paysage politique malagasy a marqué la salle, remplie de politiciens venus participer à cette concertation préparatoire sur les élections. Il s'agit, selon le président de la CENI, de mettre la charrue avant les bœufs. En effet, on discute des élections alors que la voie à suivre n'est pas encore clairement définie, notamment dans le cadre institutionnel qui doit diriger le pays. Certains participants à cette rencontre restent d'ailleurs peu convaincus par cette initiative. Selon certains acteurs politiques, la logique aurait voulu que le statut de la transition soit d'abord défini avant d'organiser une conférence nationale destinée à réfléchir sur l'avenir et à déterminer le futur système institutionnel, puis seulement d'engager ce type de concertation sectorielle. Certains partis politiques participants envisagent même de se retirer de cette rencontre organisée par la CENI si les points de réforme demandés depuis longtemps ne sont pas pris en compte au cours des 3 jours de discussion au CCI Ivatu.
Et comme annoncé hier, l'Assemblée nationale envisage de remplacer ses représentants au sein de la Haute Cour constitutionnelle, une démarche jugée contraire à la loi par les membres concernés de cette institution. Nelson William, membre doyen de la Haute Cour constitutionnelle, était également attendu, Georges Merlin-Rassoul, haut conseiller au sein de cette institution. Tous deux sont concernés par cette seconde vague de remplacement de membres. Ils avaient été élus pour représenter l'Assemblée nationale au sein de la HCC. Leur réaction ne s'est pas fait attendre. Selon eux, cette initiative de l'Assemblée nationale constitue un passage en force assimilable à une forme de coup institutionnel. Cette procédure est illégale et impossible à exécuter. Forcer ce remplacement arbitraire reviendrait à fragiliser délibérément les fondements de l'État de droit et pourrait provoquer une crise institutionnelle majeure. Aujourd'hui, plusieurs spécialistes du droit ont dénoncé l'irrégularité de cette procédure et rappelé les dispositions des articles 8 et 10 de l'ordonnance 2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour constitutionnelle. Le remplacement d'un membre élu ne peut intervenir qu'en cas de vacance du siège résultant d'une démission officielle, d'un décès, d'une démission volontaire ou d'une incapacité à exercer les fonctions. Par ailleurs, l'indépendance des membres de la Haute Cour constitutionnelle est également protégée par la Constitution. Leur mandat est de 7 ans non renouvelable. Une fois élus, ils ne dépendent plus de l'institution ou de l'organe qui les a désignés. Dans ce cas précis, il s'agit de l'Assemblée nationale. Il est d'ailleurs rappelé que ce sont les actuels députés eux-mêmes qui avaient élu ces deux représentants en 2021 pour siéger au sein de la Haute Cour constitutionnelle. Il convient de rappeler que avant ces deux membres, 3 autres conseillers désignés par le président de la République avaient déjà été remplacés au mois de décembre 2025. Même si cela ne figurait pas officiellement dans l'ordre du jour à Timbazaz, l'Assemblée nationale s'est réunie cet après-midi à ce sujet. Et voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé la ville de Tyr dans le sud du Liban, un jour après avoir averti qu'elle considérait comme une zone de combat tout le territoire libanais au sud du fleuve Zahrani, à une quarantaine de kilomètres de la frontière. France 24. Le ciel bleu de Nabatillé, brouillé par des colonnes de fumée. La ville est soumise au feu de l'armée israélienne qui a intensifié ses frappes dans le sud du Liban, touchant aussi la ville de Tyr. Plus tôt dans la journée, les autorités israéliennes ont indiqué considérer comme une zone de combat tout le territoire situé au sud du Zahrani, un fleuve qui s'écoule à 40 km de la frontière. Tous les habitants sont appelés à évacuer. Nous vous exhortons à évacuer immédiatement vos domiciles de la zone indiquée sur la carte et à vous déplacer au nord de la rivière Zahrani. Des combats ont été rapportés par le Hezbollah dans une localité située entre les deux rivières, à environ 6 km de Nabatillé. Au Liban, nous intensifions nos opérations pour porter de sérieux dégâts au Hezbollah. Cette mission est menée méthodiquement sur tous les fronts, dans les airs comme au sol, et avec responsabilité face à un ennemi affaibli et mis à rude épreuve. L'armée israélienne a aussi mené plus de 120 frappes aériennes, notamment sur le barrage de Karaoun, le plus grand réservoir d'eau du Liban, essentiel à la sécurité hydrique du pays. De son côté, le Hezbollah a juré de poursuivre le combat jusqu'à ce qu'Israël mette fin à ses frappes quotidiennes et retire ses troupes. Cette escalade survient en pleine fête musulmane de l'Aïd. Mais pour le million de personnes déplacées dans le pays, la guerre est dans tous les esprits. Nous avons été contraints de quitter nos terres, nos maisons, nos moyens de subsistance, tandis que notre mémoire est effacée et que l'occupant prend nos terres et nos maisons. Bien sûr, nous ne célébrons pas l'Aïd. Je n'ai plus peur, j'ai tout perdu. La République démocratique du Congo est confrontée à une épidémie d'Ebola extrêmement grave et difficile à gérer. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a averti que le conflit qui fait rage dans l'est de la République démocratique du Congo compliquait considérablement les efforts pour maîtriser l'épidémie d'Ebola et a appelé à un cessez-le-feu immédiat. France 24. Devant cet hôpital de Bunia, les soignants sont en deuil.
Ils viennent de perdre l'un des leurs, un médecin qui soignait des patients atteints d'Ebola. Le personnel est préoccupé par l'épidémie. Aujourd'hui, il y a des malades qui arrivent. Demain, il y aura encore des malades qui viendront. Nous avons peur. Nous avons vraiment peur. Mais on ne peut pas laisser les malades parce que nous avons peur. Nous avons prêté serment qu'on va les soigner. On va les soigner, mais dans le respect des mesures barrières. Depuis que l'épidémie est déclarée sur le territoire, des dizaines de cas suspects sont décédés, comme ce bébé né d'une mère infectée par Ebola. L'épidémie est aussi difficile à contrôler, car le nord-est de la RDC est en proie à de nombreuses violences qui entraînent des déplacements de population. Mégaphone en main, cette femme essaye tant bien que mal de prévenir la population de ce camp sur les gestes à adopter pour éviter la propagation d'Ebola. Nous leur demandons de se laver les mains, de ne pas se serrer la main et d'éviter tout contact avec les sécrétions d'autrui. C'est pour cette raison que nous menons une campagne de sensibilisation, afin d'éviter le pire. Mais avec cette crise humanitaire, difficile d'adopter les gestes barrières. Ce qui m'inquiète, c'est que nous sommes ici sans rien pour nous protéger. Nous n'avons aucune protection. Ni eau, ni savon, et nous vivons près des ordures. Plusieurs cas ont été recensés en Ouganda. Selon l'Agence sanitaire de l'Union africaine, 10 pays africains risquent d'être touchés par le virus. La vigilance orange canicule s'étend jeudi à Paris et à sa petite couronne face à un épisode de chaleur d'une précocité historique. Face à la chaleur, les écoles innovent pour s'adapter. France 24. Une nuit éprouvante où la température est difficilement descendue sous la barre des 25 degrés. Ces parents d'élèves à Rennes amènent leurs enfants pour la reprise des cours. Oh bah c'est terrible, tout le monde a mal dormi à la maison, même les fenêtres ouvertes, couché tard et encore ce matin il fait très chaud. Les familles ont pris leurs précautions, gourdes et bouteilles d'eau obligatoires pour tous les enfants. J'ai pris une gourde d'à peu près 1 litre. Pour aller à l'école, je poserai sur ma table pour boire. Tu as dit de bien boire, bien s'hydrater, de ne pas se mettre trop au soleil. On essaie de lui parler, il comprend, à 7 ans, il va capter je pense. À Paris, en fin de matinée, il fait déjà ici, près de 29 degrés dehors. Bonjour. Dans cette école, un bâtiment qui date de 1965, les enseignants rappellent aux enfants de s'hydrater. Un ventilateur est là pour éviter le coup de chaleur. On ouvre les fenêtres, on va boire plus souvent, on sort, on est dans la grande cour, dans le préau, on fait classe dehors, voilà, on s'adapte. Faire classe dehors, c'est désormais possible dans l'école, qui vient d'être rénovée et bénéficie d'un espace ombragé sous cette pergola. Grâce à ce système de bois au-dessus, ça permet d'avoir de l'ombre, je dirais, entre 15h et 16h, 16h30. Donc on fait classe ici, avec les tableaux qui sont en fond ici pour les enseignants. 1900 mètres carrés de bitume ont été transformés en îlots de verdure. Coût de l'investissement, 300 000 €. Selon un rapport officiel de 2020, la rénovation énergétique des bâtiments scolaires se chiffrait à plus de 40 milliards d'euros au niveau national. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci également au salon de beauté Classic Style pour la coiffure et le maquillage. Au revoir et bonne soirée sur Viva.